Imagine, nous sommes au milieu des années 1950. Le football vibre au rythme des Coupes du Monde et des compétitions de clubs. Mais un paradoxe subsiste. Il n'existe aucun trophée qui sacre officiellement et universellement le meilleur joueur. Les légendes s'écrivent sur la pelouse, mais personne ne peut vraiment dire « lui, c'est le numéro 1 ». C'est alors qu'un journaliste pensait à une idée, créer un prix qui récompenserait chaque année le joueur jugé le meilleur par un jury international. Cette idée allait changer le cours du football pour toujours, et le tout premier lauréat, son profil est totalement inattendu. Mais avant de le révéler, on va remonter à la source. Nous sommes au milieu des années 1950. Le football européen renaît de ses cendres après la guerre. Les Coupes du Monde et les compétitions nationales entre clubs redynamisent les passions, mais il manque quelque chose. Il n'existe aucun trophée individuel officiel pour désigner le meilleur joueur de l'année. C'est dans ce contexte que commence l'histoire. Gabriel Hano, ancien footballeur devenu journaliste influent, éditeur au magazine L'Équipe et figure majeure de France Football, a cette vision. Récompenser chaque année le meilleur joueur d'Europe, élu par des journalistes de plusieurs pays. D'ailleurs, Hano sera aussi à l'origine de la création de la Coupe d'Europe des clubs champions, mais nous verrons ça dans une autre vidéo. Avec son complice Jacques Ferrand, il propose l'idée d'un trophée, le Ballon d'Or. Juste un coup de pub? Non. C'est la volonté de construire un reflet journalistique du talent, un système de vote qui associe plusieurs voix honnêtes autour de l'Europe. D'un coup, l'idée prend forme, un trophée symbolique pour individualiser la performance dans un sport collectif. Vient alors la question, comment choisir le lauréat? France Football invite un journaliste par pays à voter. Et voici les 16 premiers votants. L'Autriche, la Belgique, l'Angleterre, la France, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la RFA, la Tchécoslovaquie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Turquie, la Yougoslavie et l'Écosse. Chaque journaliste envoie un top 3. Le premier choix rapporte le maximum de points, le deuxième un peu moins, et ainsi de suite. C'est la transparence incarnée dans un vote continental. Le 18 décembre 1956, le premier Ballon d'Or est remis. Et là, c'est la surprise. À 41 ans, c'est Sir Stanley Matthews, star de Blackpool, qui l'emporte. Oui, un vétéran, et non pas une superstar typique du Real ou de la Juventus de Turin, les clubs majeurs de l'époque. Quelques détails croustillants, on a dit que le vote pour Matthews tenait moins en compte sa saison et davantage l'ensemble de sa carrière. On cherchait à honorer une légende vivante, un symbole du fair play et du dribble fluide à l'anglaise. Côté cérémonie, elle est très humble. Hano se rend à Blackpool avec un photographe, il remet le trophée dans l'appartement même de Matthews, pas de tapis rouge, pas de grand hall, mais un geste authentique. France Football consacre ensuite 3 pages d'enseignement de Noël 1956 avec un encadré sur la première page. Et la BBC, elle, invite Matthews en studio quelques semaines plus tard. En résumé, en 1956, le Ballon d'Or n'était qu'un simple trophée remis discrètement dans le salon d'un joueur. Mais comment ce geste presque anodin a-t-il fini par devenir le titre individuel le plus convoité du football mondial? Et surtout, qu'est-ce qui a permis à un simple magazine français modeste de s'imposer face à la FIFA et aux fédérations? Après la première édition, le Ballon d'Or reste une affaire de connaisseurs. Pas de gala, pas de discours pompeux, mais chaque année, France Football publie le classement complet. Et c'est là que la stratégie commence, la transparence totale. Les résultats sont détaillés, point par point, et chaque pays est représenté par un journaliste reconnu. Résultat, ce trophée français prend immédiatement une dimension européenne. À la fin des années 50, il devient déjà un indicateur. Si tu es dans le top 3 du Ballon d'Or, tu es officiellement dans la cour des grands. Puis, les années 60, 70 et 80 vont asseoir son prestige. 1960, Luis Suarez, premier espagnol sacré, devient un symbole national. 1963, Lev Yachine, seul gardien de l'histoire à l'avoir remporté, un exploit qui reste unique. 1972, Franz Beckenbauer termine deuxième, puis gagne 2 fois dans les années 70, incarnant la rigueur et l'élégance allemande. 1978, Kevin Keegan, l'anglais moustachu, rafle 2 ballons d'or consécutifs après son passage triomphal à Hambourg. Et 1983, 1984 et 1985, Michel Platini s'offre un triplé historique en pleine domination de la Juventus, devenant l'icône du génération. Chaque vainqueur est plus qu'un joueur, c'est un ambassadeur du Ballon d'Or. Les remises commencent à être couvertes par la télé, les journaux étrangers y consacrent leur une et pour beaucoup, c'est la consécration ultime. Mais il reste un verrou. Jusqu'en 1995, seuls les joueurs européens sont éligibles et uniquement s'ils jouent en Europe. Conséquence, Pelé n'a jamais été nommé et Maradona invisible au palmarès pendant ses plus belles années. Et c'est à cause de ça que dès les années 80, les critiques se multiplient dans la presse internationale. Mais l'ouverture aux non-européens n'arrive pas par magie. Déjà, dans les années 80, France Football publie parfois, pour le jeu, un classement fictif incluant des joueurs du monde entier. Ces simulations montrent que Maradona, Pelé ou Romario auraient pu l'emporter certaines années. Et puis, il y a le contexte. La Coupe du Monde 1994 aux États-Unis propulse le foot mondial sur une scène médiatique gigantesque. Les clubs européens attirent de plus en plus de stars étrangères et les ignorer devient ridicule. Alors, en 1995, France Football change la règle. Désormais, tout joueur évoluant dans un club européen peut être élu. Résultat immédiat, Georges Weah, attaquant libérien du PSG puis de l'AC Milan, devient le premier Africain vainqueur du Ballon d'Or. Et son Ballon d'Or fait la une des journaux sur tous les continents. Le trophée est officiellement passé d'un prix européen à un symbole mondial. Et à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000, le Ballon d'Or n'est plus juste un trophée, c'est une institution planétaire.
Zidane, Figo, Ronaldo, Ronaldinho, chaque cérémonie devient un événement suivi aux quatre coins du monde. Les sponsors s'y intéressent, les clubs utilisent le titre comme un argument marketing et pour les joueurs, soulever ce ballon doré, c'est la validation ultime d'une carrière. En 2010, coup de tonnerre, France Football fusionne le ballon d'or avec le FIFA World Player pour créer le FIFA Ballon d'Or. Objectif officiel, unir les deux titres pour en faire le trophée incontestable. Mais très vite, les critiques fusent. Vote plus politisé, influence accrue des sélectionneurs et capitaines d'équipe nationale et une cérémonie qui ressemble davantage à un show marketing qu'à un verdict journalistique. Et en 2016, le mariage prend fin. Retour au Ballon d'Or version France Football avec le vote uniquement des journalistes. Mais ce qui a vraiment donné ces titres de noblesse au Ballon d'Or, c'est son duel le plus iconique, celui qui a propulsé le trophée sous les projecteurs du monde entier, Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo. Entre 2008 et 2017, ils se partagent 10 ballons d'or à eux deux. Chaque année, les mêmes débats, les mêmes comparaisons, les mêmes clips YouTube Messi vs Ronaldo with the GOAT. Pour certains, cette rivalité a hissé le ballon d'or à un niveau jamais atteint. Pour d'autres, elle a surtout écrasé des candidats tout aussi méritants, mais moins médiatiques. Et des vols, il y en a eu, ou du moins, c'est que certains pensent. Wesley Sneijder en 2010, après son triplé historique avec l'Inter et la finale de la Coupe du Monde avec les Pays-Bas, qui n'est même pas sur le podium. Franck Ribéry en 2013, triplé Ligue des Champions, Bundesliga, Coupe d'Allemagne avec le Bayern, mais battu par Ronaldo après un vote prolongé, décision qui a fait hurler en Allemagne et en France. Antoine Griezmann en 2018, champion du monde avec la France, vainqueur de l'Europa League avec l'Atlético, mais seulement 3e derrière Modric et Ronaldo. Et Robert Lewandowski en 2020, après sa saison monstrueuse avec le Bayern, mais le Ballon d'Or est annulé pour cause de pandémie de Covid. Beaucoup n'ont jamais digéré cette décision, d'autant que d'autres trophées FIFA ont bien eu lieu. Chaque fois, les réseaux sociaux explosent, les anciens joueurs prennent la parole et les débats relancent la question. Le Ballon d'Or récompense-t-il le meilleur joueur ou la meilleure histoire? Et aujourd'hui, le Ballon d'Or est à la fois le titre individuel le plus prestigieux et le plus contesté. On l'admire, on le critique, mais il ne laisse personne indifférent. Mais une chose est sûre, du salon de Stanley Matthews en 1956 à la scène du théâtre du Châtelet à Paris, le Ballon d'Or a parcouru un chemin incroyable. L'idée d'un simple journaliste français est devenue le trophée que tout footballeur rêve de soulever et aussi celui qui divise le plus. Et toi, quel est selon toi le plus gros vol de l'histoire du Ballon d'Or ou quel joueur ne l'a jamais eu mais aurait dû l'avoir? Dis-le moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si tu veux voir d'autres histoires vraies et incroyables autour du football. Ciao!